que déjà au Maroc, déjà au début du XXe siècle, on voyait déjà que les colonisations étaient créatrices de crispations. On commençait déjà à le constater, donc on n'a pas mis en place une colonisation directe. Et de plus, il y avait un autre phénomène qui va aider au fait que le Maroc ne sera pas colonisé directement, c'est que Lyautey était royaliste. Le maréchal Lyautey était un royaliste et avait un énorme respect pour la tradition royale dans tous les pays où il était. Et de fait, Lyautey va paradoxalement renforcer le pouvoir des sultans parce que le plus grand défi auquel était confronté le sultanat marocain à l'époque, c'était surtout la guerre civile. Au Maroc, on appelle ça la Siba, donc c'était la dissidence. En fait, les tribus au Maroc n'étaient pas toutes sous l'égide ou sous la coupe du sultan. Certaines rentraient en dissidence, souvent pour des questions d'impôts. Certaines tribus refusaient de payer l'impôt. Et du coup, elles rentraient en conflit contre le pouvoir central. Le pouvoir central n'arrivait pas toujours à stabiliser la situation et n'arrivait pas toujours à récupérer son dû. Des fois, c'était plus que récupérer son dû, c'était de véritables razzias. Mais le fait est que voilà, la France vient dans un contexte pareil, Lyautey voit un contexte pareil, et la mission que se donne Lyautey, il se dit que le pouvoir central, étant donné que le pouvoir central a besoin de la France, le pouvoir central ne demandera jamais l'indépendance tant que la France va servir les intérêts de ce pouvoir central. Et le plus grand service que la France ait pu rendre à la royauté au Maroc, c'est l'unification. C'est une unification réelle qui vient d'une soumission totale des tribus au pouvoir central. Ça, c'est peut-être la plus grande réalisation du maréchal Lyautey, qui a été le premier grand résident général au Maroc. Donc si on peut faire une comparaison, ce serait cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, les conséquences, pour revenir au débat premier, les conséquences de cette politique, ce sera donc la msidisation, on l'a dit. Il y a également le fait d'une absence, la politique d'ajustement structurel va faire que les dépenses publiques vont être conséquemment réduites dans les domaines sociaux, ce qui fera que le Maroc sera paradoxalement confronté à un énorme afflux d'enfants et d'écoliers, donc, parce que déjà la plupart des personnes vont commencer à fuir les campagnes, parce que les années 80 seront des années de sécheresse. Donc les enfants viennent dans les villes et doivent trouver et veulent rentrer dans les écoles, parce que forcément, puisque l'activité agricole cesse, ben, les enfants doivent faire autre chose. Et ils vont dans des écoles. Et ce sont des écoles où on commence déjà à voir la surpopulation des classes. Les classes sont surpeuplées. Les infrastructures ne sont pas mises en place parce qu'on est sous tutelle des grandes institutions financières qui sont le FMI et la Banque mondiale. Donc paradoxalement, les plus grands problèmes s'abattent et on doit réduire les coupes sur les budgets qui sont censés résoudre ces mêmes problèmes. Enfin voilà, ce serait un petit peu ça. C'est la situation à laquelle on était confronté. Et le cas des langues n'a fait qu'aggraver la situation. Pour revenir au sujet premier, le cas des langues n'a fait qu'aggraver encore une fois la situation parce qu'on s'est concentré sur une politique express, alors que le pays était confronté à des signaux d'alarme qui étaient énormes et qui disaient bien que la priorité, c'était quand même de généraliser le système et non pas de se focaliser sur une question idéologique qui n'a fait justement qu'évincer tout esprit critique et tout simplement toute ouverture sur le monde. Alors même que le pouvoir politique, étrangement, Hassan II, qui n'était pas le plus grand démocrate, lui défendait carrément un trilinguisme qui était à l'image de l'Afrique. Il disait que l'Afrique était un continent qui parlait 3 langues essentiellement. Et c'est vrai, il parlait essentiellement l'arabe. Non, dans l'ordre, on dira l'anglais, le français et l'arabe. Et c'est ce qu'il voulait en fait. Hassan II, c'est ce qu'il voulait pour le Maroc, que ce soit un pays qui soit à l'image des langues que parle ce continent-là. Mais ça n'a pas vraiment débouché sur ce qu'il voulait. On va dire que ce sera ça. Maintenant, on est également confronté à la question autochtone, c'est également la question amazigh. Il faut savoir que le Maroc n'est pas un pays arabe. D'ailleurs, c'est-à-dire que le Maroc lui-même a été arabisé culturellement il y a de cela plusieurs siècles. Ça a commencé au 8e siècle, enfin à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle plus précisément. Et le Maroc a été confronté à cette arabisation et il a combattu d'une manière assez féroce, franchement, parce que le Maroc a assez vite accepté l'islam.
L'islam est rentré assez vite dans les mœurs parce que bon, il y a eu le christianisme, il y a eu le judaïsme bien avant. Le Maroc a déjà vu certains monothéismes. Mais ce qui a été très, très difficilement accepté, c'était l'arabisation parce que justement les structures sociales des tribus bédouines d'Arabie et les structures sociales des tribus amazirs au Maghreb ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que au Maghreb, il y avait une certaine horizontalité. Les gens étaient vraiment dans il y avait une énorme culture de la concertation. Il y a une concertation, une collectivisation vraiment dans les outils de production, mais également dans la prise de décision. D'ailleurs, le Maroc les tribus amazirs ont inventé ce qu'on appelait les agadirs. Les agadirs, ce sont des greniers collectifs. C'est-à-dire que même dans les productions agricoles, chacun avait une clé, et on ne pouvait accéder au grenier qu'avec les clés de tout le monde en fait. C'était une culture vraiment de la collectivisation de la production, de la prise de décision, mais également de la répartition. Les tribus bédouines arabes étaient des tribus extrêmement verticales et hiérarchisées. Il y avait des tribus, et au sein de ces tribus, il y avait des clans qui avaient une prééminence que d'autres n'avaient pas. Et c'est cette confrontation entre ces deux perceptions de la pratique du pouvoir, l'une qui était très collectiviste et l'autre qui était très brutale et très hiérarchique, qui va créer justement une répulsion par rapport à la culture arabe, notamment à la société, ou du moins la culture de la société arabe, mais en même temps, parce que cette même société arabe va également, c'est également une culture qui va profiter également de ses richesses, qui va piller, qui va se voir dans une certaine supériorité culturelle parce qu'elle a fait l'invasion, justement. Et paradoxalement, les gens vont se saisir des valeurs qui sont dans l'islam pour combattre les Arabes. C'est très paradoxal pour certains, et c'est justement sur ce point que je voulais m'arrêter, parce que c'est peut-être un point de départ, le point de départ de toutes ces discussions, mais c'est sur lequel je voulais m'arrêter pour passer au volet français. C'est tout simplement pour dire en fait que Arabe et Islam ne sont pas forcément compatibles. C'est faux. Parce que souvent certaines personnes ont combattu la culture arabe en se référant à l'islam. Ça c'est d'un côté. Mais d'un deuxième côté, et pour moi c'est peut-être aujourd'hui, ça c'est une donnée plus récente et c'est la plus importante, aujourd'hui seul 1/5 des musulmans parlent l'arabe. Bon, je pense qu'on pourrait s'arrêter un petit peu. Oui. Pour le premier côté, est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire que les gens ont combattu D'accord. D'accord, oui. Alors, en fait, pour expliquer, l'invasion du Maghreb, c'est faite par un homme qui s'appelle Uqba ibn Nafi al-Fihri. Uqba ibn Nafi, elle vient du... Oh non, mais comment c'est fait Uqba ibn Nafi Uqba ibn Nafi était un homme qui était issu du clan des Omeyyades, du clan des Banu Umayya. Et cet homme-là, donc c'était un des clans majeurs de la tribu de Quraysh de la Mecque, donc de la tribu du prophète de l'islam. C'était un des deux clans majeurs. C'était un membre d'un des deux clans majeurs, c'est-à-dire un homme qui est habitué à être au sommet de la hiérarchie. Et cet homme-là va être donc un conquistador, comme on l'entend dans le sens des conquistadors du Nouveau Monde, c'est-à-dire un homme qui s'impose par la brutalité, par la force, par une certaine conception de la domination culturelle. Et il va créer des violences telles, en fait, c'est-à-dire par exemple, il y avait le rapt des femmes, qui se faisait à l'époque notamment dans le sud du Maroc, avec les tribus berbères, ainsi qu'un certain écrasement culturel au sein des populations berbères qui est commis donc par les conquistadors arabes, qui va faire que les berbères vont se saisir d'une résistance tout d'abord strictement berbéro-berbère, dans la culture berbère et dans le paganisme berbère. Ce sera la première résistance qui va être mise en place, et elle va être plus tard mise en déroute après plusieurs années de guerre, notamment avec l'assassinat de Uqba ibn Nafi, qui était donc le premier conquérant. Il va être assassiné avant la conquête du Maroc. Ensuite, il y aura une certaine tentative de pacification. Certains berbères vont intégrer les armées musulmanes, notamment Tariq ibn Ziyad, qui sera celui qui initiera la conquête du sud de l'Espagne, donc d'Al-Andalus, pour l'Empire omeyyade.
Mais plus tard, il y aura encore une fois ce retour des mêmes pratiques qui étaient celles que l'on déplorait sous Uqba. Donc ce sont ces pratiques d'écrasement, ces pratiques d'exploitation, ces pratiques d'humiliation. Et c'est en fait sur ces pratiques-là que va se mettre en place la grande révolte berbère, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cette grande révolte berbère va être mise en place au début du IXe siècle et elle va être celle qui va rejeter pour la première fois l'influence d'un califat. C'est pour la première fois, c'est-à-dire c'est au Maroc, c'est les populations berbères qui, bien avant Poitiers, seront les premières... non, ce sera après Poitiers, mais ce seront les premières qui vont rejeter vraiment une hégémonie arabe qui était déjà présente parce que, culturellement, la question arabe était complètement... Enfin, l'arabité, dans tout ce qu'elle comportait comme structure sociale, plus que comme structure linguistique, était complètement antinomique avec les valeurs des populations locales. Et cela va se manifester également par un refus tellement exacerbé que certaines tribus, vraiment dissidentes, vont créer un islam berbère. C'est-à-dire un islam qui rejette complètement la pratique, le parler arabe, alors même que l'arabe était censé être la langue religieuse. Ce sera le cas de la fameuse tribu des Berwata au Maroc. C'est une tribu très connue sur les côtes sud-ouest du Maroc. Cette tribu-là va créer un islam bien à elle, un islam qui va... Enfin, je ne pourrais même pas dire si c'est véritablement un islam ou pas, parce que ce sera plus un syncrétisme religieux qui va mêler conjointement le judaïsme, qui était le premier monothéisme du Maroc, une partie du paganisme qui était propre aux populations berbères, et l'islam. Ce sera vraiment un syncrétisme assez particulier qui fera que, en fait, les Amazirs vont se saisir vont culturaliser même le culte et vont rejeter l'arabité. Les Berbères, c'est les populations qui vivent dans les montagnes. Ils vivaient partout au Maroc auparavant, c'est vrai, mais aujourd'hui on les voit essentiellement dans les montagnes, parce que les Arabes vont plus tard l'objectif des Arabes était de conquérir les régions les plus riches. Ce sera ça. Mais bien sûr, les tribus berbères ne se laisseront pas facilement faire, évidemment, mais le califat, le sultanat al-Muhad au Maroc, qui se situera vers le 11e, 12e siècle, va mettre en place une politique d'attraction massive de tribus bédouines. C'est-à-dire qu'il va demander à des tribus du Yémen, essentiellement, de venir en masse pour créer un déséquilibre démographique. Et ces tribus-là n'étaient pas seulement des tribus qui étaient censées peupler la région, mais également en exterminer ou en repousser toute présence berbère. C'était également, pour le pouvoir central, ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était essentiellement de tenir des places fortes. C'était essentiellement de tenir des places fortes et de tenir parfaitement les régions et d'éviter la dissidence. On a fait venir des tribus d'un autre pays qui étaient habitués à la pratique guerrière, mais qui étaient complètement esseulés parce qu'ils s'étaient déjà battus ailleurs. Donc on leur a donné la garantie d'avoir des terres, des plaines riches, mais il fallait se battre pour les garder. Ils étaient assez rompus à la pratique du combat. C'était des tribus qui étaient vraiment semi-nomades et habituées à la pratique du combat. Donc, on va dire que pour le pouvoir, c'était un moyen de tenir les richesses. Et pour ces mêmes tribus-là, c'était un moyen de se sédentariser et de se remettre, en fait, de plusieurs revers. Donc voilà, c'était un intérêt mutuel, mais qui plus tard va construire donc, cette idée selon laquelle justement les Berbères sont plus souvent dans les montagnes parce qu'ils ont été chassés des plaines qui étaient donc les plaines agricoles. Et pour lesquelles les Arabes étaient venus forcément, puisque eux venaient du désert, ils cherchaient forcément des terres qui étaient autrement plus fertiles et plus riches. Bon, donc maintenant, j'ai un petit peu fait le tour de la question de la langue au Maroc. Si vous avez des questions ou des remarques. J'ai une question sur l'anglais. Parce que tu disais, apparemment, l'anglais n'a pas uniformisé, parce que par exemple, tu vois, en Inde, il y a des centaines de langues différentes en Inde, et c'est l'anglais qui sert
pour le commerce et puis même pour les Indiens à se parler entre eux, parce que sinon ils ne peuvent même pas se parler, ils se comprennent. Et là, est-ce que ça a pu jouer aussi, et actuellement encore, est-ce que l'anglais sert par exemple pour le commerce ou pour En fait, l'éducation? en Inde c'est un peu plus complexe. Enfin, ce n'est pas tout à fait l'anglais qui domine, c'est surtout le hindi, il faut dire ce qu'il en est. Oui. Non, Même mais dans, tu vois même ce dans que la je veux langue, dire. enfin, même, dans la- même- L'anglais, c'est même- quand même, même dans les discussions quotidiennes, en fait, il y a un phénomène de transfert. Il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, surtout au vu de la concentration urbaine, les langues qui deviennent dominantes ne sont pas forcément les langues internationales, mais c'est surtout les langues des grandes villes. C'est le même phénomène que l'on verra en Inde, c'est-à-dire les langues de Calcutta, la langue de New Delhi, la langue de Bombay, c'est les langues des grandes villes, ou les dialectes des grandes villes vont devenir les dialectes dominants. C'est un phénomène que l'on voit paradoxalement même au Maroc, c'est-à-dire que les Marocains parlent un dialecte, ils ne parlent pas forcément la langue arabe standard, telle qu'on a voulu l'enseigner. Forcément, ils parlent le dialecte, c'est quelque chose de normal, parce qu'ils sont éloignés du centre de la langue arabe, qui était donc l'Arabie, forcément, sur plusieurs milliers de kilomètres, et avec l'influence qui est normalement celle des tribus berbères qui étaient forcément installées, le dialecte le dialecte ne sera pas une langue arabe et ne sera pas une langue berbère, ce sera un mélange des deux, et qui va intégrer également des mots d'espagnol, de français, d'anglais, et de toutes les cultures qui se sont greffées. Et avec une présence moindre que les mots d'arabe et de berbère, et surtout que les mots d'arabe, puisque forcément l'arabe a eu une prédominance culturelle et politique. Mais en fait, les dialectes ont différé de région en région au Maroc, mais aujourd'hui, on voit que le dialecte de la grande ville marocaine qu'est Casablanca devient de plus en plus parlé dans d'autres régions au Maroc. C'est-à-dire que les grandes villes deviennent le point de repère linguistique. Pas forcément les langues mondiales, mais surtout les langues des grandes villes. Par exemple, au Sénégal, on pourrait penser que même si le Wolof est forcément la langue la plus parlée, on pourrait penser que d'autres langues pourraient être parlées ailleurs. Mais non, le Wolof est vraiment devenu un dialecte très uniformisé. Le français aurait pu unifier, mais non, on a préféré passer par le Wolof. Parce que ce n'est pas forcément la fragmentation des langues qui va... Je veux dire surtout les langues des régions qui sont qui n'ont pas de prééminence économique vont plus ou moins s'écarter, vont faire profil bas face aux langues et aux dialectes des grandes régions économiques. C'est plus cette logique-là qui va s'inscrire, et peut-être c'est une tendance mondiale, plutôt que celle de prendre des langues mondiales. Mais pour l'anglais en tant que tel, pour revenir donc à la question première, l'anglais est surtout aujourd'hui la langue est aujourd'hui une langue de rébellion au Maroc. C'est la langue d'une rébellion, oui, c'est la rébellion des classes moyennes. C'est la langue de la rébellion des classes moyennes contre les élites. C'est très... Non mais, c'est-à-dire... C'est surprenant. C'est surprenant, oui, je sais, c'est surprenant. Parce que le français et surtout les écoles françaises sont un petit peu le sacerdoce des élites au Maroc. C'est un petit peu la chasse gardée des élites. Entrer dans une école d'admission française, c'est un petit peu l'école élitiste. Et du coup, le français devient la langue des élites, bien parler français, avoir une culture francisée et la marque de l'appartenance à une élite sociale. Et toi, tu parles super bien français, tu nous as dit que tu oui, es en France depuis peu de temps, donc oui, mais tu l'as appris là-bas. Oui, j'ai appris le français au Maroc, en effet. Et l'idée même, c'est que, en fait, il y a eu deux approches différentes en fait, par rapport à la question. Il y a les personnes qui se sont saisies de l'anglais pour faire cette contestation de ces rapports de force. D'ailleurs, aujourd'hui, les meilleurs locuteurs d'anglais au Maroc appartiennent à la classe moyenne, ils n'appartiennent pas à l'élite, contrairement au cas français. Aujourd'hui, au Maroc, ceux qui parlent le mieux anglais, c'est la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure. C'est ces classes-là qui se sont saisies de l'anglais parce qu'ils voyaient que les grands postes de l'administration, eux, étaient complètement francisés. Et ils se disaient qu'on n'a plus à suivre un modèle archaïque. Aujourd'hui, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à nous grâce à la mondialisation. On doit s'en saisir et sortir d'une inégalité qui est structurelle. Et c'est pour ça qu'étrangement, l'anglais est devenu une langue de rébellion. Enfin, une langue de rébellion, j'exagère, c'est un petit peu... Oui. Et du coup, l'arabe, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Et ça, c'est une excellente question. L'arabe devient, paradoxalement, l'arabe est devenu la langue méprisée. Parce que, de un, l'arabe a été perçu, à cause de l'échec de cette politique d'arabisation,
l'arabe a été perçu comme un instrument par les partis élitistes pour maintenir les écarts de classe. Autrement dit, pour ces gens-là, l'arabe est en fait une manipulation pour garder les gens en bas de l'échelle. Apprendre à parler arabe ne sert à rien dans un marché du travail qui parle français et qui parle anglais. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que les gens le perçoivent aujourd'hui la langue arabe. Enfin, en grande partie, pas tous. Mais paradoxalement, il y a un éveil de la conscience au sein des partis. Mais il y a d'autres partis qui se sont saisis de la question, ce sont les partis islamistes. Les partis islamo-conservateurs, pas seulement des partis conservateurs, c'est des partis islamo-conservateurs, et la nuance est assez particulière. C'est-à-dire ce ne sont pas des partis bourgeois, c'est des partis qui sont issus de classes populaires, qui se sont saisis d'un islam qui a été donc théorisé essentiellement par les frères musulmans, c'est un islam urbain. C'est un islam qui va rompre avec les structures traditionnelles, c'est-à-dire nous asseyons devant le frais de l'école coranique et nous entendons ses enseignements. Non, c'est un islam qui a modernisé le rapport du croyant au savoir religieux. C'est-à-dire qu'il ne le reçoit plus, il le cherche. Et c'est une révolution, en fait, c'est une véritable révolution que les frères musulmans, parce que c'est eux qui vont l'initier au début, vont créer dans le monde arabo-musulman. Et cette révolution va faire en sorte que les classes moyennes vont chercher à construire leur savoir par eux-mêmes. C'est une autodidactie religieuse qui est très importante à voir. Certes, des fois, elle mène à des dérapages complets, mais en même temps, elle permet d'éviter certaines structures traditionnelles qui, elles, font l'éloge du maintien d'un ordre social que ces mêmes personnes refusaient. C'est-à-dire qu'il y a la question de la religiosité d'un côté, mais il y a la question de l'ordre social. On peut être religieux et croire fortement à la religion et être très croyant, mais en même temps refuser un ordre social que les tenants traditionnels du savoir religieux encourageaient. Et c'est ça en fait qui va faire, et c'est principalement ces personnes-là qui sont aujourd'hui les plus tournées vers l'arabe. Si on peut, voilà. C'est ces gens qui ont mené cette contestation qui se tourne vers l'arabe, et c'est eux qui vont chercher également à contester justement cette francisation des élites. Ils vont dire l'arabe est notre langue, pourquoi est-ce que nos élites parlent français? Parce que paradoxalement, et c'est ça le plus gros paradoxe, ceux qui ont encouragé l'arabisation ont envoyé leurs enfants dans les écoles françaises. Ils n'y croyaient pas. On croirait carrément qu'ils n'y croyaient pas en fait. Oui. Du coup, si j'ai bien compris ce que tu nous as expliqué, tu es à peu près arrivé en 89, donc arrivée massif d'enfants dans les villes, pas assez d'enseignants, des politiques publiques limitées par leur financement, des enseignants qui viennent de pays étrangers, une arabisation express de l'enseignement et un lexique qui n'est pas adapté. Et ça, c'était du coup il y a 20 ou presque 30 ans. Où est-ce qu'on en est maintenant? En fait, est-ce que ça a beaucoup évolué? Dans quel sens? En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que certains des professeurs qui ont été confrontés au fait d'avoir étudié en français et d'avoir enseigné en arabe, ils viennent à peine de prendre la retraite. C'est-à-dire les gens qui ont été confrontés à ce paradoxe, les gens qui ont été confrontés à la difficulté de s'adapter à ce paradoxe, ils viennent à peine de partir à la retraite. Et forcément, la confrontation à ce paradoxe a fait que leur capacité à transmettre ce savoir était fortement limitée. Et maintenant, on est en phase avec la génération qui a reçu un savoir transmis de manière limitée. En fait, c'est cette génération maintenant qui va arriver aux affaires, ou qui va devoir se saisir, qui va devoir rentrer dans le marché du travail. Et en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'un phénomène, à cause justement de l'ensemble des paramètres que j'évoquais, on parle d'un phénomène linguistique qui est le nilinguisme. Au lieu de parler de monolinguisme, de bilinguisme ou de plurilinguisme, on parle de nilinguisme, des personnes qui ne parlent aucune langue. C'est-à-dire que puisque les enseignants ont appris en français et doivent enseigner en arabe, leur capacité à enseigner en arabe est inexistante. Ils ne peuvent pas enseigner en français parce que l'enseignement du français lui-même limité, et donc ils ne peuvent pas transmettre ce savoir en français à des étudiants dont la base en français a fortement été limitée par la politique d'arabisation. Donc il y a un dialogue de sourds entre les deux générations. Les professeurs doivent enseigner dans une langue, mais les étudiants n'ont pas les bases pour apprendre dans la langue dans laquelle l'enseignant a étudié. Le résultat des courses, en fait, je vais dire surtout la génération qui est âgée, on va dire qui a 15 ans de plus que moi,
a été celle qui a été le plus confrontée à cette question-là, parce que c'était les premières générations qui étaient confrontées à ça. Et paradoxalement, aujourd'hui, on reporte la faute sur le service public, on reporte la faute sur l'école publique au Maroc. Et aujourd'hui, on est en phase avec une privatisation massive de l'éducation nationale. Je crois aujourd'hui on est à 20% à peu près. Il y a une étude prospective sur laquelle jusqu'à 97% seront des écoliers en primaire seront dans des écoles privées en 2037-2038. C'est une étude prospective qui a été faite par le PNUD. Et donc en fait, la plus grande... Aujourd'hui, on a essayé d'amorcer un changement de cap, de reconnaître la réalité du bilinguisme. On a essayé d'amorcer l'enseignement de certaines matières scientifiques en français au lycée. Et le plan sur le long terme, c'est de faire en sorte que l'étudiant marocain sorte à la fin du lycée en parlant au moins 5 langues. Ces 5 langues sont les suivantes, je vais les expliquer en fait. Le Maroc avait jusque-là un problème également culturel qui était celui de la reconnaissance de la langue amazigh. En gros, c'est un problème qui a été réglé en 2011, après les révolutions arabes. Le Maroc a vu une constitution qui a été octroyée puis votée par référendum. Et cette langue a consacré donc l'amazigh comme langue officielle égale à l'arabe. Donc dès lors, on doit amorcer, maintenant on vient à peine de voter une loi organique sur cette deuxième langue nationale, et il y a un plan d'éducation qui doit s'étendre sur 15 ans, donc de 2015 à 2030, qui doit mettre en place ces objectifs-là. L'objectif est de mettre en place un enseignement de l'arabe, de l'amazigh et du français depuis la première année de primaire. Ensuite, l'enseignement de l'anglais depuis la 4e année de primaire, soit le CM1. Et finalement, une 5e langue a commencé au début du lycée. Donc l'objectif pour le décideur politique, aujourd'hui, dans la question éducative au Maroc, c'est encore théorique, là. On n'a pas encore vraiment mis en place l'ensemble des dispositifs pour mettre en place ce projet-là. Mais sur 15 ans, on a essayé de se donner cette fois un temps politique un peu plus lent et plus conséquent pour amorcer ces questions-là. Le gouvernement marocain a pour objectif plutôt ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation, qui est donc un rassemblement de technocrates sous la coupe du roi, parce que malheureusement aujourd'hui les politiques et l'éducation, on les a presque complètement écartés de cette question-là. Enfin, on va dire que la démocratie au Maroc sur ce point-là est assez défaillante, et même l'opinion publique est très défiante par rapport aux politiciens, parce que c'est justement eux qui ont un petit peu coulé le navire. Donc en fait, même si le processus de choix n'est pas démocratique, ça arrange assez bien l'opinion publique, qui ne croit plus aux politiciens sur les questions éducatives. Donc ils préfèrent un octroi vertical qui vient du centre du pouvoir, qui est le roi. Ils préfèrent 100 fois ça pour les questions éducatives plutôt qu'une décision politique qui pourrait être galvaudée suite à 30 ou 40 années de manque de confiance totale entre les institutions et le peuple, donc, sur cette question-là. Oui. Et de ton point de vue de personne experte entre guillemets dans ce domaine, ça te paraît réaliste comme plan? Parce que ça semble à la fois extrêmement ambitieux et ça va s'appuyer sur les générations actuellement au Maroc qui, elles, ont, entre guillemets, été le plus confrontées aux problèmes des années 70 et 90. Est-ce que c'est possible? C'est vrai, ça c'est une excellente question. Peut-être en fait que le premier problème auquel ces personnes ont été... Déjà, il faut d'abord reconnaître une chose. C'est qu'il y a un autre problème qu'il faut voir, c'est la qualification des professeurs. Donc c'est celui que tu évoques. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une autre rupture aujourd'hui au sein de l'éducation marocaine, c'est une autre rupture incompréhensible, c'est-à-dire que l'arabisation s'est arrêtée au lycée. Ça, c'est une question que j'ai oublié d'évoquer, mais elle est fondamentale. L'arabisation s'arrête au lycée. Après, il n'y a presque plus d'arabisation. C'est-à-dire que, bah oui, on crée un enseignement à 2 niveaux, où il faut s'adapter ensuite à l'apprentissage en français. Bien sûr, on apprend le français en tant que langue, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que le glossaire, le vocabulaire scientifique, lui, il faut s'y adapter à l'université. Il faut faire une adaptation à l'université par rapport à...
Surtout pour l'enseignement des matières, donc des sciences dures. Par exemple, on va dire, par exemple pour les écoles d'ingénieurs, c'est la même question. Pour les écoles de sciences, c'est la même question. La médecine, c'est la même question. La littérature, bon ça va, c'est chaque langue ça va, ça on s'adapte. Là, c'est un peu normal, mais c'est plus facile, ça a été plus facilement réalisé pour la littérature, mais bon, on va dire que les plus grandes carrières sont fortement compromises. Les carrières, on va dire que les plus ambitieuses à ce niveau-là, c'est-à-dire les carrières scientifiques pour les étudiants, sont fortement compromises par ce schisme qui est créé donc entre l'enseignement de l'arabe jusqu'au lycée, ou l'enseignement de l'ensemble des matières scientifiques exclusivement en arabe jusqu'au lycée, et l'enseignement exclusif des matières scientifiques en français, à partir de l'université. Donc pour les matières scientifiques, peut-être que le facteur à mettre en place serait une remise en question de la qualification des professeurs qui ressortent avec leur diplôme, donc qui ressortent avec leurs diplômes universitaires. Donc, est-ce qu'on peut... Le problème, c'est qu'on les confronte à un manque de professeurs, ça c'est vrai, il y a un manque de professeurs, mais paradoxalement, il faut également faire en sorte de chercher la qualité au sein de ces mêmes instituteurs. Il faut chercher, ceux qui sont parvenus à s'en sortir au sein de ce système. Ils sont très minoritaires, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas, oui. En fait, c'est les enfants de ceux qui ne croyaient pas en ce système qui les ont directement envoyés étudier le français. Comme ça, ils arrivent en études supérieures. Eux, ils ne vont même pas s'orienter vers l'enseignement, il faut être réaliste. Encore, non mais c'est vrai. C'est-à-dire, oui, mais dans l'idéal, c'est vrai, si ces gens-là s'étaient vraiment orientés vers des carrières éducatives, ils rendraient un énorme service à la nation. Mais la question, c'est que ces gens-là ne vont pas s'orienter pour ça. Si leurs parents ont déversé des milliers d'euros par an pour leur éducation dans les écoles de la mission française et pour les envoyer ensuite dans les universités à l'étranger, ce n'est pas pour finir en tant que prof. Et eux-mêmes ne se perçoivent pas comme des professeurs. Des professeurs d'école ou comme des professeurs d'enseignement secondaire. Ils ne se perçoivent pas comme tels. C'est malheureux ce mépris que l'on a pour le métier d'enseignant, mais le professeur est devenu méprisé à un point extraordinaire, et ça, je pense, c'est une tendance mondiale, et le Maroc n'échappe pas. Donc, malheureusement, oui, le plus grand défi, c'est vrai, c'est de trouver des compétences dans ce sens-là, mais il va falloir donc les piocher au sein des classes moyennes, parce que c'est peut-être les seuls qui peuvent aborder, qui peuvent encore s'orienter vers des carrières publiques de ce genre-là. Mais il va falloir sérieusement motiver les classes moyennes pour s'orienter vers ça. Donc, autrement dit, c'est une revalorisation salariale pour les professeurs qui doit être faite, particulièrement au niveau secondaire, qui doit être la charnière entre l'enseignement fondamental et l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, ça doit se jouer au sein, peut-être, il faudrait un CAPES marocain renforcé. En gros, il faudrait renforcer les CAPES marocains. De mon point de vue, c'est ça, en fait. Il faut chercher les CAPES marocains, surtout dans les matières de l'enseignement, surtout dans les enseignements de sciences dures. Il faut chercher des CAPES renforcés, parce que c'est au niveau du secondaire que ça va se jouer. Aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir se focaliser sur le secondaire pour colmater les brèches. Il ne faut plus attendre jusqu'à l'université. Ça doit commencer à partir on va dire, de la 5e, 4e. Parce que chez nous, enfin voilà, chez nous, c'est la 5e, la première année de collège, c'est la 5e. Donc voilà, c'est à partir de la 5e que ça doit commencer. Pour le moment, au niveau conjoncturel. Au niveau structurel, bien sûr, il faut que l'ensemble du système soit régulé pour donner des choix multiples, un enseignement des matières scientifiques en arabe ou en français, des choix d'options réelles, une massification des postes de professeurs, parce que ce n'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres issues. Je crois que vous voudriez faire une pause, ensuite on reprend avec le cas français. Enfin, Ouais, on va faire une pause. Ok. Hop là. À l'école primaire, au collège ou à Polytechnique, plus de 55 000 élèves apprennent la langue arabe. La plupart sont issus de l'immigration. Un enseignement qui a récemment fait polémique avec une question: peut-il dans certains cas être facteur de communautarisme? L'école est terminée, mais pour quelques élèves, retour dans la classe pour 1h30 de cours d'arabe facultatif. Un dispositif particulier, les ELCO, conçu en 1977 pour permettre aux enfants d'immigrés de garder un lien avec le pays d'origine.
البلاد أو الدول التي نتحدث فيها اللغة العربية. المغرب. المغرب. Parmi ces 16 élèves, presque tous parlent un dialecte de l'arabe à la maison et découvrent l'arabe littéraire en classe. La langue que je parle à la maison, c'est pas la même. Est-ce que c'est toi qui as décidé de faire le cours de l'arabe? Non. Qu'est-ce qui a décidé? C'est ma mère. Et tu as fait tout? Oui. C'est parce que des fois, en fait, que j'apprenne l'arabe. Quand quelqu'un me parle, ben, je sais parler avec lui. 40 ans après leur création, ces cours ont-ils toujours leur place à l'école? Avec des enseignants recrutés et payés par le pays d'origine, comme Siam Darmouni formé au Maroc, comment s'assurer que les cours respectent les principes de l'école républicaine? Sans me donner des consignes, je sais bien que l'école française est laïque. Et avant de venir ici aussi, j'ai eu des formations dans mon pays, le Maroc. Alors, je sais bien que je ne fais pas la religion. Et même au Maroc, on ne fait pas ça. Et même ma formation, ce n'est pas formation religieuse. Mais ces cours font grincer des dents plusieurs élus. La polémique s'est même invitée jusqu'à l'Assemblée nationale. Les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, ont progressivement dérivé. Ils sont aujourd'hui un outil de repli identitaire et parfois même, comme le dit le Haut Conseil de l'intégration, de véritables catéchismes islamiques. Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale? Ce jour-là, la ministre de l'Éducation rappellera qu'elle a déjà renforcé les contrôles de ses cours. Cette année, cette inspectrice n'a révoqué aucun enseignant, mais elle se dit particulièrement vigilante. Est-ce que vous avez déjà eu à retirer un agrément? Alors, oui, bien sûr. Des choses qui alertent, eh bien, ce sont des parents d'élèves qui reviennent vers vous en disant que l'enseignant parle de religion à l'école. Des choses qui alertent, ce sont des refus de serrer la main d'un enseignant à une femme. Les parents de cette école, eux, ne sont pas inquiets. Quand les gens disent, voilà, on les enferme dans leur culture... Mais non, quand même. Pour moi, non. Comme je suis... Il y a un mélange entre... Comme je suis mariée avec un Français et moi je suis d'origine... Il n'y a pas de gêne, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème chez moi. J'ai des amis, pourquoi on apprend l'arabe? C'est pas mieux notre langue et tout. Moi je suis né en Tunisie. Quand je suis né en Tunisie, j'ai commencé à apprendre le français. Après j'ai appris l'allemand. Et quand j'étais petit en Tunisie, je ne savais pas qu'un jour je venais en France. On ne sait pas l'avenir de quoi il fait. Il peut aller ailleurs, il peut aller, je sais pas moi, à Dubaï, travailler à Dubaï, ça l'aide toujours. Au niveau du collège, tout le monde est là? 4700 élèves choisissent l'arabe pour deuxième langue vivante. Ici, elle est proposée à tous. Et dans cet établissement, la règle est claire, l'arabe se parle uniquement dans la salle de classe. Jamais vous parlez en arabe dans la cour de récré? Normalement, il n'y a pas le droit, quoi. On doit parler français et c'est juste dans cette salle qu'on peut parler, enfin avec Mme Nala, qu'on peut parler arabe. C'est une règle que tu comprends, toi? Bah oui, parce que ça, t'aimerais pas qu'un jour t'es dans un endroit, les gens ils sont en train d'insulter dans une autre langue, alors que tu sais même pas ce qu'ils disent. L'enseignante est convaincue qu'apprendre cette langue, souvent parlée à la maison, n'enferme pas ses élèves. Au contraire, c'est les ouvrir au monde. Parler une langue qui nous rapproche de nos origines, ça ne peut être qu'enrichissant, enfin. Ça risque pas de les maintenir dans une culture qui est celle de la maison? Mais moi, je ne fais pas la culture de la maison, hein. Je les ouvre vers la culture, vers la littérature, vers la poésie, vers certainement des choses que peut-être chez eux on ne leur apporterait pas. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'arabe a sa place à l'école, celle d'une langue vivante ordinaire, accessible à tous. Une langue du monde méditerranéen, j'allais dire de manière générale, hein, l'arabe, mais aussi l'italien, l'espagnol, etc. C'est aussi des opportunités économiques derrière. C'est la possibilité d'avoir des échanges avec ces pays, c'est la possibilité d'accroître ses parts de marché quand on est un employeur et une entreprise. Dans les grandes écoles, comme ici à Polytechnique, on a compris l'intérêt d'étudier l'arabe depuis des décennies. De nombreux futurs ingénieurs ou diplomates utiliseront cette langue dans leur contexte professionnel.
Donc en fait, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais la question de l'arabe est très, la question de l'enseignement de l'arabe en France, moi ça m'a assez étonné. Étonné, je dirais pas tant que ça étonné, mais la crispation autour de la question est assez, elle reflète assez en fait ce contexte pour moi qui est ce contexte de la recherche de l'unité nationale à travers l'unité de la langue. Aujourd'hui, il y a une obsession identitaire, peut-être partout dans le monde aujourd'hui, parce que justement le plurilinguisme, le triomphe du plurilinguisme dans le cadre de la mondialisation fait peur à ceux qui ont peur du plurilinguisme. Aujourd'hui, ceux qui voient que le plurilinguisme est en train de triompher sont en manque de repères, parce qu'eux-mêmes ne sont plus dans la mondialisation. Je vais un petit peu reprendre je reprendrai peut-être en termes caricatural les termes, Zemmour lui-même est une caricature, mais sur ce point, il n'a pas complètement tort. Sur ce point, je vais préciser lequel. Le point, c'est le fait de dire qu'il y a quand même des vainqueurs et des vaincus dans la mondialisation. C'est vrai. Bien sûr, il n'est pas le seul à avoir développé cet argumentaire, mais la réalité, c'est qu'en effet, la mondialisation a produit des vainqueurs et des vaincus. Ceux qui, aujourd'hui, maîtrisent le plurilinguisme sont des gens qui sont issus de milieux dont le capital social ou le capital culturel, ou conjointement les deux, sont élevés. Ce sont ceux qui ont réussi à se saisir de ces enjeux-là, ils ont réussi à saisir les enjeux de la mondialisation et à s'y insérer. Alors que pour une certaine frange des populations mondiales, ce n'est pas le cas. La plupart pour certaines franges de la population mondiale, elles sont unilingues ou dans le meilleur des cas, bilingues. Il faut le dire, c'est une vérité que l'on ne peut pas réfuter aujourd'hui. Et cette difficulté, elle s'inscrit profondément dans l'ensemble des sociétés, même dans les sociétés qui parlent anglais, notamment les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont en face, par exemple, au défi hispanique, à la progression de la population hispanique au sein des États-Unis, et le bilinguisme dans une société qui était habituée à parler uniquement anglais devient un véritable défi et devient un véritable phénomène de crispation au sein des communautés, notamment des votants pour Donald Trump, notamment, par exemple. Par exemple, je reprends un exemple dans les primaires républicaines des États-Unis d'Amérique, quand Jeb Bush va en Floride, et lui qui était ancien gouverneur de Floride, et qui va parler aux Floridiens, et surtout à la communauté cubaine de Floride, il va lui parler en espagnol, parce qu'il sait qu'il est dans une des villes de Floride qui regroupe la plus grande communauté hispanique, et Donald Trump va mobiliser un discours qui va paradoxalement complètement massacrer la campagne de Jeb Bush. Il est en train de dire aux Américains, regardez cet homme qui s'adresse à des Américains en espagnol. C'est-à-dire qu'il s'adresse à un public qui est clair, qui est bien défini, le public, on va dire, certaines élites traitent caricaturalement de bozos, les rednecks, donc pour reprendre des termes américains. Cette catégorie-là, qui est le blanc protestant issu de classes populaires rentré d'argent très faible ou faible dans le contexte économique américain, celui-là qui est le grand vaincu de la mondialisation alors qu'il était au sommet avant cette même mondialisation, celui-là il est complètement dépassé. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, les crispations que génèrent les langues, même au sein des pays développés, sont surtout des crispations par rapport au fait que d'un échec des États à inscrire les systèmes éducatifs dans les logiques de mondialisation et dans les logiques plurilingues de la mondialisation. C'est peut-être surtout cela en fait qui est pour moi un énorme échec. Et l'arabisation et justement la question de la langue arabe, on peut l'apercevoir de la même manière. Aujourd'hui, la France, je ne vais pas parler d'une France multiculturelle ou pluriculturelle, c'est pas seulement ça. C'est également la question d'une France qui doit accepter la question des langues étrangères. Quelqu'un me disait que l'enseignement des langues étrangères en France commençait pour la deuxième langue à partir du collège. Du collège. Est-ce qu'il n'y a pas de réforme dans ce sens? Je me dis... Il y a il y a des fois, ils commencent en primaire, mais c'est rare. Maintenant, on commence l'anglais en CP. Ah ouais? Oui.
Oui, obligatoirement. Mais attends, c'est l'institut qui fait les cours d'anglais. Oui, alors oui, ça pose un grand problème parce que... Attends, il apprend l'anglais, tu parles. Parce que beaucoup de... Il y a Britain, je ne sais Blackboard. Non, mais oui, mais ça pose un problème, effectivement, parce que, enfin, du coup, je suis professeur des écoles, pour remettre dans le contexte. Et moi, j'ai été élevée dans... Enfin, je sais parler anglais, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais pour en avoir discuté avec des collègues, j'ai des collègues qui sont complètement démunis face à ça parce qu'elles ne parlent pas du tout anglais. Et du coup, après, il y a aussi cette possibilité de faire des échanges de services et d'assurer les cours d'anglais à la place d'un collègue qui assure d'autres matières. Après, du coup, on enseigne l'anglais à partir du CP de façon obligatoire. Ils sont censés atteindre un niveau 1 ou A2, je ne sais plus. 1 en fin de primaire. Et dans certaines écoles, il y a une seconde langue qui est enseignée par un intervenant extérieur, mais ça c'est une volonté de la mairie. Par exemple, sur Pont-de-Clay, ils apprennent l'allemand en CM2 parce que c'est une volonté de la mairie en fait pour inciter les élèves à apprendre allemand en 6e, mais à part ça, c'est pas... Voilà, c'est vraiment pour faire de la pub en fait. Et après, il y a de l'arabe qui est proposé en fin de journée. Bon, à Pont-de-Clay, c'est le vendredi soir. D'accord. En fait, ce qui m'étonne également par rapport à la question de cette question de la langue arabe, c'est qu'il y a une véritable incompréhension de la France par rapport à la culture arabe, ou plutôt des députés de droite par rapport à la culture arabe. C'est une incompréhension totale. Parce que justement, en fait, il y a une incompréhension ou plutôt un refus de compréhension. Voilà, un refus de compréhension ou un déni de compréhension. Peut-être qu'en fait, ils comprennent bien, mais qu'ils essaient de mobiliser un électorat qui lui, est bien connu, et, enfin, un électorat qui, lui, est réellement dans l'incompréhension parce qu'on ne lui dit pas ce qu'il doit savoir. L'arabe, justement, l'arabe tel qu'on l'enseigne est un arabe standard. Un arabe qui a été standardisé au XIXe siècle, qui a été le produit d'un effort fait au sein d'élites intellectuelles dans le monde arabe, qui était de regrouper un arabe qui est très polysémique, d'une extrême richesse peut-être. Il y a un exemple que je viens de donner, c'est le mot amour. Le mot amour en arabe se dit dans 10 mots différents. Si on reprend l'arabe originel, l'arabe classique, réellement. L'arabe standard a essayé de limiter les utilisations courantes de cette polysémie. Et le mot que l'on retrouve le plus souvent, c'est le mot hub. Alors qu'il y a d'autres mots, wala, wijdan, enfin d'autres. C'est plusieurs mots qui existent pour dire le mot amour, au moins 10. Moi, c'est les 10, c'est ceux que je connais. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et cette polysémie arabe est extraordinaire. Enfin, c'est une polysémie, une polyphonie. Là, dans ce cas-là, c'est-à-dire un sens pour plusieurs mots pour un sens, on peut parler de polyphonie, et un seul mot pour plusieurs sens, on parle de polysémie. L'arabe a les deux caractéristiques. Et c'est l'arabe que l'on enseigne à ces jeunes gens et que l'on nous a enseigné dans les écoles publiques marocaines et également dans les écoles marocaines, dans les écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale marocain. C'est un arabe standard. C'est un arabe qui a été standardisé par des intellectuels au XIXe siècle qui voulaient amorcer une réforme civilisationnelle, culturelle et politique dans le monde arabe. C'était leur ambition de standardiser une langue qui était déjà polysémique, où certains mots sont plus utilisés dans certaines régions du monde arabe que d'autres, etc. C'était un effort qui a été fait pour qu'il y ait une compréhension. Ça, c'est l'arabe que l'on enseigne à ces jeunes-là, dans les écoles. Mais ce que ces jeunes nous disent également, c'est qu'il y a un arabe qui est parlé chez eux, et cet arabe, c'est un dialecte. Les dialectes ne sont pas du... les dialectes, selon les provenances géographiques de ces étudiants-là, mais pour le cas puisque les ELCO regroupent 3 pays arabes sur les 9 pays des ELCO, il y a 3 pays arabes, c'est les pays qui ont été colonisés par la France, enfin, c'est la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pour les pays arabes donc. Pour ces pays-là, donc, il y a forcément un dialecte, un dialecte qui est très éloigné de l'arabe standard, et très éloigné de l'arabe classique, parce que du fait de l'origine, j'ai parlé de l'origine berbère des Marocains, enfin de l'origine berbère du Maghreb et on va dire de l'introduction progressive de la culture arabe dans cette culture berbère qui a créé un syncrétisme culturel justement entre l'arabité et la mazirité au Maroc et dans la région maghrébine dans son ensemble. Dans les faits, c'est pas l'arabe qui parle, c'est un dialecte avec des mots d'arabe, certes, avec
un vocabulaire arabe avec une structure grammaticale qui n'est pas celle de l'arabe. Par exemple, je prends une phrase qu'avait dite cette enseignante marocaine quand elle adressait une instruction à ses étudiants, elle leur disait « Dir au saf ». Saf en arabe, c'est le rang. En arabe, c'est en arabe. Mais dire, c'est un mot qui est purement dialectal. C'est pas un mot arabe. Promo, les saf, c'est faites le rang. Ça oui, ça c'est en arabe. Mais dir au saf, c'est une structure qui est... Le verbe est une structure qui est dialectale, et le mot qui suit donc le complément est en arabe. En fait, ça prouve que justement, même quand elle s'adresse à ses étudiants, elle prend en compte en fait que la plupart des étudiants sont maghrébins. Elle-même, elle est marocaine, donc elle est maghrébine forcément. Et elle leur adresse une instruction qui est dans un dialecte. Puisque saf, c'est un mot arabe, oui, mais dans une structure grammaticale dans l'ensemble qui, elle, reflète bien une structure de dialecte. Et en fait, donc, le communautarisme, c'est encourager uniquement l'enseignement d'un dialecte bien défini qui ne permettrait pas... Oui, pardon. C'est juste que... En fait, elle leur a dit qu'elle leur enseignait l'arabe littéraire. Oui, non, je disais juste quand elle leur disait de faire le rang dans la récréation, en fait. Non, bien sûr, parce que forcément, c'est des novices. C'est des novices encore. J'imagine qu'ils n'ont pas... Enfin, la petite fille qui se trempe en disant Marrakech pour dire Maghreb, donc Maroc, elle dit Marrakech. Donc voilà, on voit que pour dire le mot en arabe, c'est encore une novice. Enfin, même si à une époque, oui, les ambassadeurs disaient Marrakech dans le monde arabe pour désigner Maroc. Donc on désignait le pays par sa capitale. Mais toujours est-il que, d'ailleurs en turc, jusqu'à maintenant, pour dire Maroc, on dit Fès, qui était donc la capitale impériale du Maroc. Enfin voilà, c'était des usages qui étaient dits comme ça, mais ça c'est une parenthèse culturelle, mais par contre, pour cette personne-là qui va s'adresser à ses étudiants, elle s'adresse dans un dialecte qui est forcément compris de ses étudiants qui l'apprennent chez eux. Mais là, le vrai communautarisme, c'est justement le fait de limiter ses enfants à ce dialecte et à cette culture maghrébine et de ne pas leur permettre de saisir l'ensemble de la complexité de la culture arabe qui s'est articulée entre le Mashrek, donc entre l'Orient et l'Occident, avec des poésies. La professeure Claude Lala a parlé justement de poésie, de littérature arabe qui sont très très variées. D'ailleurs, ceux qui vont amorcer justement la réforme de l'arabe standard, ceux qui vont vraiment lui donner une impulsion très très forte, ce sont les chrétiens maronites du Liban. Pourquoi? Parce que de un, ce seront les premiers à développer une véritable presse dans le monde arabe, notamment l'édition des livres se fera par les chrétiens maronites au Liban et en Syrie, et ils seront également les premiers à éditer les dictionnaires. En fait, autrement dit, la construction de l'arabe standard ne s'est pas faite uniquement par des musulmans, des islamistes, porteurs d'une idéologie religieuse. Non, la construction de cet arabe standard s'est faite par une logique qui était panarabe, c'est-à-dire on dépasse nos différences religieuses, nous avons une culture construite autour d'une langue, c'est l'arabe. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse non plus parce qu'elle met de côté des minorités dont les droits culturels ont été émargés et mis de côté. Mais au moins, ça prouve que la langue peut être un construit qui dépasse le religieux. Et c'est ça justement ce que certaines personnes font semblant de ne pas comprendre ou ne prennent pas le temps de comprendre. Donc voilà, c'était un petit peu ma petite remarque par rapport à cette question-là. Au-delà du devenir pratique de la langue arabe, notamment de l'homme qui évoquait si son fils pouvait aller travailler à Dubaï ou quoi que ce soit dans le genre, oui c'est vrai. Mais il faut également s'intéresser à l'historicité de la construction de cette langue, de cet arabe que l'on enseigne aux enfants, et qui a été un outil pour toutes les tendances politiques et pour toutes les tendances confessionnelles, sans exception, dans le monde arabe, qui a servi également à remettre en question même les récits coraniques par rapport à la construction des poésies anti-islamiques. Bref, c'est des questions de littérature très profondes dans le monde arabe. C'était également dans cet arabe-là que l'on évoquait pour les premières fois les thèses du socialisme, les thèses du socialisme dans le monde arabe. Toutes ces questions-là ont été saisies dans une complexité extraordinaire qui fait que limiter l'enseignement d'une langue telle que l'arabe à la question pure et simple de l'islam, c'est ne rien comprendre en fait, c'est ne rien comprendre à tout ce que cette langue peut porter. Voilà, en fait c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a quelques remarques, quelques questions par rapport à cette question-là en particulier ou à quelque autre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, je pense qu'on peut t'applaudir.